dit bon, alors toi tu vas faire plein d'agences, tu vas tourner dans les agences pour justement faire les trucs un peu chiants, alors que moi je voulais pas faire ça, j'avais pas signé pour ça. Je dis non, mais moi je veux apprendre cette branche-là du métier. Ouais. Je dis mais de toute façon t'as pas le choix. Et là ça m'a choqué, et même aujourd'hui encore je me rappelle le fait de ne pas avoir le choix, ça m'a énervé. Je dis ok, tout au long d'un parcours, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, on va avoir justement des galères. Après dans le business ça a été vraiment ça, on va dire ma plus grosse descente aux enfers. Objectif pour 2024, quels sont tes... Là c'est d'aller retaper le million de chiffre d'affaires. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'on est en compagnie de Pierre. Comment vas-tu? Ça va super, et toi? Eh bah écoute, ça va super. Bon, c'est vrai qu'ils t'ont jamais vu sur la chaîne. Nous, on se connaît un petit peu, mais je vais te laisser te présenter premièrement. Yes, carrément. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Pierre Gianon. J'ai 29 ans, bientôt 30. Ça y est, c'est enfin les 30 qui vont être dépassés là. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis dans le business en ligne, du coup. Okay. Et je vis au Mexique. Incroyable, donc je pense qu'ils peuvent prendre note, il y aura pas mal de choses intéressantes que tu vas nous partager. On va voir un petit peu ton parcours, d'où tu as commencé, parce que ça fait quand même 6 ans que tu es dans le monde du business, je pense que tu as pas mal de choses en tête, enfin tu as pas mal de compétences, donc intéressant de nous partager tout ça. Si tu veux, on peut parler de mon parcours. Donc j'ai fait un parcours assez classique, donc bac ES. Ensuite je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai fait STAPS, j'ai arrêté au bout d'1 mois. Ça me plaisait pas du tout, je pensais vraiment faire du sport tous les jours en fait, c'était vraiment analyser le corps humain, tout ça, enfin c'était pas quelque chose qui me plaisait vraiment. Et du coup j'ai commencé après à travailler parce que je devais attendre 1 an pour reprendre les cours, parce que ça avait déjà démarré en fait quand j'ai arrêté STAPS. Je voulais faire la fac d'économie-gestion du coup, pour apprendre justement le commerce, la vente, tout ça. Et donc j'ai commencé pendant 1 an, je travaillais donc en boîte de nuit, je faisais serveur. Après j'ai bossé à Carrefour, à Ikea, je faisais aussi les usines en intérim, donc pas mal de petits boulots. Ça m'a fait, on va dire, apprendre un peu le côté terrain quand on est jeune en tant qu'étudiant. Ensuite j'ai repris la fac, j'ai fait justement une licence économie-gestion. Et les étés je travaillais dans les banques, parce que souvent l'été ils cherchent des personnes, des étudiants, pour faire les accueils quand les gens sont en vacances. Donc j'étais à l'accueil, remise de cartes, tout ce qu'il y a à faire dans l'accueil d'une banque. Donc c'était plutôt tranquille, je travaillais et je gagnais de l'argent en tant qu'étudiant. Ça me permettait justement de vivre tout simplement, de faire des soirées, tout ça, de payer l'appartement, les courses. Et du coup après, mes parents m'ont un peu poussé à faire un master, donc j'ai continué les études. J'ai fait un master finance, du coup 2 ans en plus, donc master 1 finance classique et ensuite un master 2 en alternance. Donc là j'étais 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, spécialisé dans les banques. Donc je travaillais justement dans les banques, j'ai fait pas mal de stages et de banques du coup en tant que salarié alternant. Donc que ce soit par exemple la Banque de France, Société Générale, Caisse d'Épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole. Donc je suis passé un petit peu par tout le milieu de la finance, tous les postes, que ce soit de l'accueil jusqu'à conseiller justement pour les entreprises, chargé d'affaires entreprises. Et à la fin donc je suis quand même allé au bout du master, j'ai validé, c'était compliqué. Mais sauf que pendant justement cette 2e année de master, j'ai eu mon premier déclic qui m'a montré que je voulais pas être salarié. En fait, je me souviens très bien, le premier jour où j'arrive justement dans l'alternance, j'avais signé un contrat. J'arrive dans l'agence le premier jour, donc c'était en master 2. Et du coup, j'arrive dans l'agence, je dis voilà, je suis nouvel alternant pendant 1 an. Ah bon, on n'est pas au courant. Ok, bon ça commence bien. On va appeler votre responsable d'alternant, je sais plus comment on appelait ça. Donc ils appellent le mec, et le mec en fait, c'était un mec qui s'en foutait quoi. Il est venu juste l'après-midi, donc pendant la matinée, je faisais rien. Il arrive, il me dit ouais, de toute façon, moi on m'a imposé d'avoir un alternant, moi je n'en voulais pas et tout. Je dis ok, bon cool. Il me dit bon, alors toi tu vas faire plein d'agences, tu vas tourner dans les agences pour justement faire les trucs un peu chiants, alors que moi je voulais pas faire ça, j'avais pas signé pour ça. Je dis non, mais moi je veux apprendre cette branche-là du métier. Il me dit mais de toute façon t'as pas le choix. Et là ça m'a choqué, et même aujourd'hui encore je me rappelle le fait de ne pas avoir le choix. Ça m'a énervé, je dis ok, j'ai pas le choix, j'ai quand même continué, je suis resté jusqu'au bout. Mais moi je voulais avoir le choix justement avec qui je travaille, justement, d'où je travaille, quand je veux travailler. Et en fait le salariat, ça ne m'apportait pas cette liberté-là. Et justement ensuite j'ai découvert les business en ligne, je pense un peu comme tout le monde, en regardant des vidéos YouTube, justement pendant cette année-là. Et en fait je passais justement même beaucoup d'heures, des fois j'étais dans mon bureau, mais en fait je me formais, je regardais pas mal de vidéos pour commencer à apprendre. J'avais lancé justement mes premiers business pendant cette année-là, notamment le dropshipping. Moi j'ai commencé avec le dropshipping. Ça c'est connu. J'avais commencé à faire des boutiques, justement la première fois j'ai fait une boutique qui a marché, c'était une boutique où je vendais des tatouages éphémères.
Et en fait, c'était super bien fait. Bah, justement, maintenant, j'ai fait le vrai. Ah, le vrai, ouais, le vrai, mais à l'époque. Et c'était celui-là ou non? Non, c'était. Mais justement, en fait, c'était des tatouages qui faisaient tout le bras, ou même ça pouvait être la jambe ou des petits. Hein. Et en fait, ils se mettaient avec une éponge. On achetait ça sur AliExpress. Ça valait entre 50 centimes et 1 $ le tatouage. On pouvait le revendre jusqu'à 15, 20, 30 euros. Ça dépendait des tatouages, donc c'était super bien, ça marchait bien. Marge, ouais, ça va. Mais justement, j'ai fait ça surtout en été en France, donc ça cartonnait l'été, sachant qu'il résistait à l'eau, ça tenait une semaine. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de concurrence sur cette niche-là. Et justement, après l'été, ça s'est un peu essoufflé. Donc après, j'ai lancé une autre marque de bracelets. Donc c'est des bracelets en perles, ça marchait très bien. Même aujourd'hui, je pense que c'est un produit qui marche toujours bien. Puisque ça a assez tendance, voilà, des bracelets en perles noires avec des motifs. Comme les Shambhala là à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. Et justement, à l'époque, c'était en 2017. Donc ça remonte, le dropshipping, les business en ligne, c'était pas aussi répandu que maintenant. Ouais, maintenant, ouais. Et justement, moi, je faisais beaucoup les stratégies avec les influenceurs. Et en fait, ça coûtait rien du tout à l'époque. Je me souviens avoir payé un influenceur 80 €. Un mec qui avait presque 400 000 abonnés sur Instagram. Ah ouais. Il a fait 2 stories. Ça m'a rapporté 2 000 €. Ah, c'est incroyable. C'était rentable à l'époque. C'était très rentable. Après, la publicité Facebook, tout ça, j'étais pas encore expert à ce moment-là. Ouais, faut connaître. J'avais testé un petit peu, mais j'avais pas trop de résultats parce que je m'étais pas formé. Donc ensuite, j'ai eu l'opportunité justement de m'associer avec un ami pour faire de la photo. Donc là, on faisait justement des packages, on vendait de la photo à des personnes qui voulaient faire des photos pour leur site ou pour leur tunnel de vente, plus en extérieur, pas des shootings en studio. Donc j'étais plus dans la création de contenu, on va dire, pour d'autres personnes. Et après, suite à ça, on a eu l'opportunité de travailler avec 2 amis également qui lançaient une formation en ligne justement sur Instagram. Donc on les a rejoints, on a créé une équipe et moi justement je suis passé bras droit marketing de ce projet-là parce que j'avais ce background de créer justement des sites en e-commerce sur Shopify par exemple, le fait d'avoir géré un petit peu pas mal de choses. Et du coup, j'ai commencé à apprendre les tunnels de vente à cette époque-là. Justement parce qu'il fallait mettre en place des tunnels de vente pour vendre des formations. Donc un tunnel de vente, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est simplement une suite de pages où les gens vont s'inscrire pour par exemple accéder à un contenu gratuit, un e-book ou une vidéo. Ensuite, ils vont avoir accès justement à toutes les informations. Et ensuite, généralement, soit il y a un bon de commande pour qu'ils puissent acheter la formation, soit on peut leur mettre aussi un calendrier pour qu'ils puissent réserver un appel et avoir plus d'informations sur le produit ou le service qui est vendu. Donc en fait, c'était vraiment hyper enrichissant cette expérience, ça a duré 9 mois. Et sur ça, tes associés, ils sont encore actuellement dans le business Ouais, ils sont encore dans le business justement. Alors il y en a un, il est un peu plus dans l'ombre maintenant, mais l'autre, il est toujours dans le business en ligne. Alors plus dans ce business-là, principalement Instagram, mais le projet avait très bien marché parce que je pense qu'on était dans le bon timing à l'époque. C'était vraiment le tout début. Justement, il n'y avait pas encore TikTok, c'était pas encore très répandu. Et Instagram, les gens ne savaient pas vraiment l'utiliser pour faire du business. Ouais, bah oui. Donc du coup, c'était vraiment une formation Instagram, mais pour faire du business, pour son business. Donc comment convertir son audience, etc. Comment également grossir son Instagram. À l'époque, il n'y avait pas les réels, c'était un peu plus compliqué. Avec les posts. Justement, on faisait les posts, les stratégies concours, follow and follow. À l'époque, ça marchait très bien. Il y avait par exemple l'outil Jarvis, maintenant ça n'existe plus, mais à l'époque, ça cartonnait. On pouvait faire des automatisations, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué en 2024. Mais voilà, en tout cas, ça avait très bien marché. On avait d'ailleurs organisé le plus gros concours français. Maintenant, c'est Yomi qui a le record. Mais à l'époque, on avait fait justement l'organisation du plus gros concours francophone. Ramener justement 300 000 abonnés sur 10 comptes Instagram en 24 heures. C'est énorme. Donc, on avait payé des influenceurs, fait gagner des voyages à Bali, à Dubaï. C'était mais c'était énorme. 300 000 en 24 heures, c'est énorme. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, c'était pas 300 000. Par contre, c'était 30 000 sur 10 comptes. Sur 10 comptes, il y avait 10 d'accord. comptes qui ont pris 30 000. Ouais, mais même 30 000. Donc c'était pas mal. Par contre, ça c'était le premier. Après le deuxième, on a même fait plus. Je crois qu'on est monté à 50 ou 60 000 lors du concours. Enfin, c'était sur une semaine le concours généralement, où justement on avait pris beaucoup d'influenceurs à l'époque, Nabila, tous les gros influx justement qui partageaient sur Instagram le concours. Et du coup, en fait, c'était simple. Les gens devaient s'abonner à une page et suivre tous les gens que la page suivait. Et c'est comme ça que justement chaque compte récupérait les abonnés. Donc ça permettait justement de faire grossir plusieurs comptes d'un coup. Et du coup, suite à cette expérience-là, en fait, on avait des formations. Donc moi, je m'étais commencé à me faire aussi un réseau un petit peu dans le business en ligne. Et vu que j'étais vraiment spécialisé moi sur les tunnels de vente, je commençais à avoir des gens sur Instagram qui me disaient mais ok, moi j'ai de l'audience,
Maintenant, je sais vendre, j'ai créé un produit pour leur vendre, mais j'ai pas de tunnel de vente, ou alors mon tunnel, je l'ai fait vite fait et il convertit pas. Est-ce que tu pourrais m'aider à justement l'améliorer ou à m'en créer un? Et donc là, j'ai vu qu'il y avait vraiment une réelle demande des gens pour déléguer cette partie des tunnels, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui n'aiment pas gérer cette partie technique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à connaître, que ce soit la partie copywriting, donc les textes, le design, la partie technique aussi, connecter le nom de domaine, le processeur de paiement, voir qu'il n'y ait pas de bug, l'automatisation avec les emails qui s'envoient bien. Donc il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser. Et il y a des gens, en fait, ils voulaient vraiment se concentrer sur leur expertise et ils ne voulaient pas justement faire eux-mêmes leur tunnel de vente. Ils voulaient être vraiment délégués dès le début, quoi. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé à avoir des gens justement qui me payaient pour me dire, voilà, je te paye 1 000 €, tu me fais mon tunnel. Et moi, à l'époque, je ne gagnais pas non plus énormément. On était une équipe, mais j'étais plus en mode prestataire / salarié. J'avais pas des parts dans le projet. Donc, en vrai, c'est à partir de ce moment-là où vraiment je me suis dit, bon, ok, il y a un truc à faire. Et justement, après, les associés se sont séparés. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, c'est peut-être le moment que je lance ma propre agence, mon propre projet, vraiment à moi. Tu deviens indépendant, vraiment. C'est ça. Et du coup, c'est là que j'ai lancé mon agence, que j'ai toujours, qui s'appelle tunneldevente.com. Donc, qui est une agence de prestation de services pour des entreprises, des entrepreneurs qui veulent déléguer. Maintenant, on ne fait pas que les tunnels de vente, on fait aussi tout ce qui est la partie gestion publicitaire, création de site internet, donc tout ce qui est lié, on va dire, sur la conversion. Soit mise en place aussi d'une équipe de vente, vraiment on peut les conseiller, on fait aussi du consulting pour des grosses boîtes qui veulent justement améliorer leur système de vente, parce qu'on sait très bien sur une boîte qui fait 1 million à l'année, ne serait-ce que d'augmenter de 1% son taux de conversion, c'est énorme sur le nombre de personnes, ou alors augmenter leur nombre de leads, ou justement avoir une rétention client qui est plus importante, ou justement avoir une valeur vie cliente qui est plus importante, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ils vendent un produit et ensuite ils ne le revendent plus jamais. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple justement de vendre à un client qui a déjà acheté chez nous plutôt que d'aller chercher une nouvelle personne qui ne nous connaît pas. Donc il y a tous ces aspects-là finalement qui vont augmenter la conversion. Donc j'ai lancé mon agence, ça a super bien pris. Ensuite, j'ai commencé à faire des formations justement pour former les gens à utiliser les tunnels de vente, à créer leur tunnel de vente, justement par rapport à leur métier, ou alors même des personnes qui voulaient créer une agence comme moi, ou vraiment spécialisée en tunnel de vente. J'ai pu en accompagner déjà pas mal. Donc ça a très bien marché. Ensuite, on a fait justement beaucoup les formations avec le CPF. Je ne sais pas si tu connais du coup le fait que les personnes peuvent se faire financer une formation via leur compte professionnel de formation. Donc ça a extrêmement bien marché, sauf qu'à partir d'un moment, on avait un partenaire et le partenaire justement a eu des problèmes de blocage, tout ça. Donc ça nous a beaucoup, on va dire, mis dans la merde, si je peux dire, parce qu'on avait justement plein de dossiers chez eux, on a eu beaucoup d'argent perdu, bloqué. On avait des partenaires aussi qu'on avait accompagnés, qui étaient au CPF dans ce centre-là. Donc on a eu vraiment, on va dire, j'ai eu ma période de descente aux enfers pendant presque 1 an, où finalement je devais travailler même des fois pour rembourser des clients qui m'avaient fait confiance, parce que c'est hyper important justement d'avoir une bonne éthique dans le business, surtout si on veut durer sur le long terme, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui se lancent dans un business en ligne, surtout dans la formation, et qui ne délivrent pas forcément bien les produits ou qui ont des gens pas contents, et au final ces personnes-là ils restent pas dans le temps. Alors que si on veut vraiment rester, surtout sur internet, notre image elle reste, et il faut vraiment, quand on dit quelque chose, quand on promet quelque chose, il faut le délivrer à 100%. Exact. Donc justement j'ai eu cette descente aux enfers là, et ça m'a mis un gros coup, et justement j'étais au Mexique à ce moment-là. Et c'est là que j'ai découvert aussi du coup un des business que je fais aussi aujourd'hui à côté, qui est du coup l'OFM. L'OFM, c'est le OnlyFans Management. En fait, c'est de gérer des créateurs sur OnlyFans ou sur Mime, sur les plateformes de vente de contenu exclusif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à lancer ça parce qu'un ami m'en avait parlé quand j'étais en Espagne. Ensuite, je suis reparti au Mexique. Il y a eu cette descente, on va dire, avec ce business de CPF. Et du coup, en fait, au Mexique, je suis arrivé. Et quand je disais aux gens, je fais ça, en fait, il y avait tout le monde qui me disait mais est-ce que je peux rentrer dans ton agence, surtout les femmes du coup qui sont là-bas, la plupart le font ou veulent le faire. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à recruter mes premières créatrices. Donc ça c'était en 2022. C'est récent en fait. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et du coup j'ai toujours cette agence où on a des créateurs, là un peu moins maintenant parce que au bout d'un certain temps c'est quand même beaucoup de gestion humaine. Et c'est pas forcément un sujet, on va dire, qui va me passionner toute ma vie, je pense, de gérer des créatrices. Mais du coup, je suis plus maintenant sur l'aspect formation où j'accompagne des gens qui veulent se lancer dans ce business-là à justement créer leur agence, à développer leur agence avec des créateurs. Ok, et actuellement, du coup, avec ce business-là, OFM, avec ta vente de formation, etc., ou tout business confondu, tu génères combien mensuellement ?
Bah justement, là, j'ai fait toute la comptabilité là, pour 2023, du coup. Je suis un peu plus, si je confonds tous les business, à peu près à 600K de chiffre d'affaires au total. Ah, c'est beau. Ouais. Si je prends toutes les formations, également les commissions de l'agence. Et j'ai aussi un autre business que j'en ai pas parlé, mais du coup, là, je suis maintenant expatrié au Mexique. Et du coup, avec un ami, on a monté aussi une conciergerie là-bas, où justement, quand il y a des personnes qui viennent en vacances, eh bien, on va leur louer par exemple des yachts, des voitures, hélicoptères. Donc vraiment, plus une agence, une conciergerie de luxe, où justement, on a des équipes sur place, on a des partenaires, des contacts. Donc voilà, sur le Mexique. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, et ça, c'est vraiment en fait business physique. Ouais, là c'est des services physiques plutôt, parce que forcément, il faut être sur place. Mais vous n'avez pas un lieu physique, c'est en ligne, sur un site internet et en fait, on a juste un site internet et on a un compte Instagram. Les gens nous contactent et ensuite, on a justement nos partenaires où justement, on touche des commissions aussi en fonction par exemple, si on vend un bateau, bah nous, on va soit le toucher moins cher que le prix public et du coup, on peut prendre la différence, ou certains partenaires justement nous donnent des commissions sur ce qu'on ramène. Mais on ne possède pas les voitures, on ne possède pas les yachts, on ne possède pas les hélicoptères. Oui, totalement. Okay. C'est vraiment du service où on s'occupe de tout pour le client de A à Z. Et niveau marge, vous êtes bien quand même? Alors, ça dépend des services, mais on va dire que c'est à peu près entre 20 et 30%. Ok. Ce qui est, on va dire, la norme pour une conciergerie. Après, ça dépend vraiment des services. Forcément, plus c'est cher, plus ça va baisser généralement en termes de commission. Mais voilà, on va dire entre 10 et 30 pour être large. Ok, très bien. Et tout à l'heure, tu parlais de descente aux enfers. Est-ce que ça a été la seule que tu as eue dans ton parcours ou il y en a eu plein d'autres petites Parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand même compliqué quand tu... On a eu beaucoup, ouais. Enfin, je pense que tout au long d'un parcours, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, on va avoir justement des galères. Après, dans le business, ça a été vraiment ça, on va dire, ma plus grosse descente aux enfers. Mais j'ai su justement me relever c'est très important. Parce que c'était vraiment compliqué à cette époque-là. En fait, tu passes tes journées à régler des galères. Tu as des messages des gens, justement, parce que tu as mis en contact des gens avec un partenaire qui s'est fait bloquer l'argent. Donc après, ils essayent de récupérer. Donc c'est très compliqué à gérer, mais on a réussi à gérer depuis le temps. Donc là, tout est good, tout est clean. Voilà, il n'y a pas eu de problème. Mais justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi, une autre erreur que j'ai faite, c'est que en fait, je pensais que j'avais des mois où vraiment on faisait des énormes mois avec mon associé. Et en fait, on se disait, ok, bon, on va faire des millions par mois, des millions, on se projetait et tout. Et du coup, bah, on avait de la trésor, mais on l'a claqué en fait, forcément. On se disait, bah, ça rentre. Sauf que le jour où il y a un problème, et ben en fait, la trésor, on l'a plus forcément. Bon, forcément, on avait quand même de la réserve. Mais quand il faut commencer à justement rembourser des personnes parce qu'on n'a pas réussi à leur délivrer ce qu'on leur avait promis, bah, on allait jusqu'au bout. Et il y a même des personnes où justement on n'avait plus de trésor, on leur disait est-ce que je peux te rembourser en 3 ou 4 fois? Et on devait vendre, je me souviens très bien, on vendait des sites internet, des tunnels, juste pour rembourser des gens. Donc en fait on travaillait pour rembourser des gens, donc c'était compliqué, on n'arrivait pas à avancer. Le mental là, mais justement, dans ces moments-là, il faut vraiment essayer de résoudre tous ces problèmes pour pouvoir bien repartir. Parce que si on a encore des problèmes qui traînent et qu'on les laisse traîner, ça c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est quand on a un problème, c'est de le résoudre le plus rapidement possible. C'est pas le laisser traîner, de se dire ouais on verra, parce que ça nous rattrape toujours. Exact, non mais totalement. Et sur ça, est-ce que tu as des petits conseils, autres petits conseils à toutes les personnes qui veulent se lancer là aujourd'hui? Pour se lancer en 2024 dans les business en ligne, je pense que c'est beaucoup plus simple qu'en... Oui et non, parce qu'en 2017, il y avait moins de concurrence entre guillemets, mais il y avait aussi moins d'informations. Totalement. Là, l'avantage, c'est qu'en 2024, déjà, on a l'IA, ça aide énormément. Voilà, on a plein de possibilités de business en ligne, que ce soit faire de l'affiliation, comme toi, tu présentes très bien. Il y a le e-commerce. On peut gagner de l'argent aussi avec le fonds TikTok, sans montrer sa tête ou en montrant sa tête, ça dépend ce qu'on veut. On a l'OFM, on a le chatting. En fait, il y a tellement de choses, c'est tellement varié. Agence digitale, il y a plein de business aujourd'hui, le closing. En fait, il y a plein de possibilités justement de travailler en ligne. Et moi, vraiment, j'y crois dur comme fer qu'aujourd'hui, les business en ligne, le fait de travailler en ligne, c'est vraiment, on est à une transition justement où il y a plein de gens qui veulent arrêter de travailler pour un patron ou arrêter de travailler justement dans un endroit physique pour pouvoir travailler en mode digital nomade ou pas, mais en tout cas de chez eux, de pouvoir voyager et de gagner de l'argent tout en faisant ce qu'ils veulent. Et moi justement, je suis passionné de ça parce que c'est ce que j'ai fait du coup depuis 6 ans. Parce que ce que je t'ai pas dit, mais quand j'ai terminé l'alternance, on m'a proposé un CDI justement. Et en fait, j'ai refusé ce CDI-là et je suis parti à Bali. Ah ouais, je suis parti à Bali et c'est là où vraiment, en fait, je faisais tout en mode voyage. J'ai fait Bali, j'ai fait Dubaï 6 mois, la Thaïlande, j'ai fait l'Espagne et là maintenant le Mexique. J'ai fait aussi Colombie, Argentine. Mais voilà, j'ai pas mal voyagé justement.
Et en vrai, c'est incroyable comme expérience de vie, totalement. de pouvoir découvrir. Parce qu'en fait, moi, je pense vraiment qu'il y a différents mondes. Par exemple, l'Europe, on va toujours se sentir un peu en Europe, mais dès qu'on part en Asie ou en Amérique du Sud, en fait, on est carrément dans un autre monde. Que ce soit la culture, les gens, les expériences qu'on va vivre, tout ça, c'est vraiment des mondes différents, en fait. Et le fait de ne pas forcément voyager, en fait, on va être fermé, finalement, à un seul monde, alors qu'en fait, comme dans Mario, par exemple, il y a plein de mondes. Et en fait, on veut évoluer, arriver au monde 2, monde 3, monde 4. Bah, c'est un peu la même chose, je pense, dans la vie. Et au final, pour moi, le business en ligne, c'est ce qui apporte le plus de liberté dans tous les points, que ce soit financière. C'est illimité aujourd'hui, l'argent qu'on peut faire sur Internet. Ah, mais c'est un truc de malade. Géographiquement, on peut travailler d'où on veut. Il y a juste besoin d'Internet, que ce soit à Bali, en Thaïlande, au Mexique. Ou même si on veut rester en Europe, en Espagne, c'est très bien. J'ai vécu pas mal de temps à Marbella, c'est très très bien pour travailler là-bas. Même le fait de se lever en fait à l'heure que tu veux. Enfin ça vraiment, moi quand je suis passé de salarié à entrepreneur, je me suis vite mis dans les cases réveil, etc., discipline, parce que tu peux vite y prendre goût. À dormir à 1 heure ou 2 heures de plus, ça fait du bien. Mais tu peux vite y prendre goût, mais il faut faire attention. Parce qu'après, quand tu y as goûté une fois, c'est fini. Mais franchement, ça c'est un luxe. Franchement, c'est incroyable. Et moi, c'est vraiment la liberté vraiment géographique, financière, c'est un point. Mais géographique, je pense, c'est vraiment moi ce qui me réjouit le plus. Ouais. Ah non, au début, moi, c'était vraiment pour la liberté géographique. J'en avais marre d'être dans un bureau, de devoir être tous les matins à 8 h à l'agence. Des fois, j'arrivais 10 minutes en retard. T'arrives à la réunion, tout le monde te regardait. Ah, encore en retard, le stagiaire, Enfin, toutes ces petites réflexions aussi que tu peux avoir. Et le fait en fait que tu peux rien dire parce que bah, tu as un patron au-dessus et tu peux pas dire ce que tu veux. Alors que le fait que ça soit ton business, bah, en fait tu travailles pour toi. Donc tu comptes pas les heures. Tu es content même de te lever tôt parce que tu sais si tu te lèves tôt, tu vas avoir plus de résultats parce que c'est ton business. C'est ça. Mais si justement t'as envie de dormir ou que tu as envie de faire une soirée ou peu importe quoi, bah, tu peux t'organiser. Tu peux dire bah voilà mes rendez-vous du matin je vais les mettre l'après-midi ou alors je suis pas dispo. Où je vais m'organiser, je vais travailler bien le week-end. Comme ça, par exemple, si je veux pas travailler le lundi, bah, je travaille pas le lundi. En fait, c'est vraiment, tu es libre. Si tu travailles, tu gagnes plus généralement. Si tu travailles pas, bah, tu gagnes un peu moins. Mais après, quand tu as une équipe, en fait, c'est trop bien parce que moi, là, par exemple, j'étais parti en croisière avec ma copine. Quand j'étais au Mexique, tout ça, j'étais pas hyper dispo, on va dire. J'étais plus focus sur d'autres choses là-bas. Mais en fait, le fait d'avoir une équipe qui va justement t'aider à atteindre les objectifs de l'entreprise, en fait, que tu sois pas là ou pas là, alors forcément quand tu es là, ça va mettre une impulsion, mais le fait de savoir que tu as une équipe qui est là, qui gère le business, c'est incroyable comme sensation. Mentalement, tu es rassuré. Moi, maintenant, j'ai une équipe aussi et c'est vrai que tu sais sur qui t'épauler, entre guillemets, parce que après, tu restes le responsable de la boîte. Hein. C'est ça. Mais je veux dire, des fois, quand ça va pas bien ou des choses, tu as des gens qui disent non, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Non, franchement, c'est incroyable. Non, c'est une super expérience, justement, le business en ligne. Moi, aujourd'hui, je recommande à toutes les personnes. Alors, je critique pas forcément à 2000% le salariat. Il y a quand même du bon dans certains métiers. Mais par contre, si on est salarié et qu'on n'aime pas son métier ou qu'on sent qu'il y a un truc, en fait, il faut toujours écouter son cœur. Moi, maintenant, c'est comme ça. Dès que je veux prendre une décision, j'écoute mon cœur. Je me dis, est-ce que c'est quelque chose… Enfin, en fait, je le ressens maintenant. C'est difficile à expliquer, mais en fait, quand on écoute son cœur, son intuition, bah, en fait, c'est souvent là où on va faire les meilleurs choix. Si en fait des fois on se pose la question est-ce que je devrais quitter les études, mon taf, et que en fait pendant des mois on y pense, bah, en fait c'est qu'il faut le faire peut-être. Moi, pendant c'est pareil pour tout, hein, dans un couple, peu importe, avec quelqu'un de toxique, peu importe. De toute façon quand tu as les doutes, c'est que tu as déjà la raison. Toujours ton cœur il veut le meilleur pour toi. Donc moi je recommande vraiment ça, c'est peut-être un peu idéaliste ou quoi, mais moi-même avant quand on m'aurait dit ça il y a 5 ans j'aurais rigolé. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui fait que ma vie, en fait, elle est de mieux en mieux. Parce que quand tu écoutes ton cœur, tu peux que aller mieux, en fait. Totalement. Non, mais franchement, déjà, très beau parcours. Merci. Et objectif pour 2024, quels sont tes… Bah là c'est d'aller retaper le million de chiffre d'affaires. Je l'avais déjà fait, du coup, en 2021. Du coup, le million de chiffre d'affaires. Là, après, il y a eu pas mal de galères à gérer, restructurer aussi, pas mal de choses. Mais là, c'est d'aller retaper le million, du coup, cette année. Et tu penses que c'est faisable? Ouais, bien sûr. Ok, et ça part bien déjà? Ouais, ça part bien, ça part bien. Ok, bon, bah, hâte d'avoir un retour en fin 2024. C'est ça. Okay. Après, là, j'ai aussi des objectifs, justement, plus d'investissement maintenant, au-delà du business. C'est vraiment un truc super important qu'on se rend peut-être pas compte au début. C'est justement, au début, on va gagner de l'argent, on va être super content.
On va vouloir scaler. Après, on va vouloir claquer un petit peu, tout réinvestir par exemple, dans des équipes, tout ça. Mais en fait, il faut aussi l'investir quand même. Le money management, c'est une compétence super importante. Bien le réinvestir, diversifier justement dans plein de trucs, que ce soit la crypto par exemple. Moi, j'investis en crypto, dans l'immobilier. J'investis aussi dans les noms de domaine, dans les cartes de collection. Après, bien sûr, réinvestir dans son business, ça c'est logique. Mais toujours avoir une part justement des bénéfices dans aussi d'autres choses d'investissement qui sur le temps vont croître finalement pour après avoir des revenus passifs et avoir un réel patrimoine qui nous appartient. Ouais, totalement. C'est très important de différencier ces sources de revenus. Et des fois, tu sais, j'ai des personnes en DM, tu pourras comme ça au moins leur dire, ils viennent me voir et me disent « Flo, tu me conseilles d'investir sur la bourse ou d'investir sur moi ?» Tu leur dirais quoi, toi? Toujours au départ, d'investir sur soi, c'est hyper important. On est d'accord. Après, en fait, le mieux dans le money management, c'est de se dire, ok, prendre un pourcentage pour ta réserve de ta trésorerie, un pourcentage sur ce que tu vas pouvoir dépenser, et ce qui va te permettre de vivre, et un pourcentage aussi ce que tu vas directement réinvestir. Donc ça, c'est super important et justement, pas se dire, ok, j'ai gagné 15 000 €, allez, je pars en vacances, je crée tout. Non. Moi, j'ai fait cette erreur et je pense qu'on l'a fait tous au début parce que c'est aussi un des goals. Quand tu fais tes premiers 10 000 € par mois, tu dis, bon, allez, je me fais plaisir, voyage et tout, grosse activité. Et il faut se faire plaisir. Totalement. Moi, je préfère dépenser dans des expériences que de tout mettre dans un truc non plus, dans l'immobilier ou quoi, et de jamais profiter. Il faut quand même profiter. Mais au bout d'un moment, quand tu as bien profité, par exemple comme moi, là je suis plus, on va dire, dans un goal d'essayer de mettre de côté, de créer vraiment un gros patrimoine, justement, appartement, dans la bourse, la crypto, tout ça, pour le faire grossir justement au fur et à mesure. Ouais, moi c'est ce que je fais déjà parce que je préfère anticiper. Moi j'ai toujours été déjà économe, donc je fais très attention et quand j'ai gagné justement mes premiers milliers d'euros sur internet, j'ai pas direct réinvesti. Ouais, j'ai réinvesti et ça m'est pas monté au crâne, j'ai pas changé mon train de vie, etc. C'est ça, en fait, c'est toujours plus dur de descendre ton train de vie que de le monter. Au début, même mes parents me disaient mais tu gagnes bien, change de voiture et tout. Non, ça va. C'est ça en fait. Faut pas justement avoir honte de se dire ok, je gagne tant, je me fais pas les meilleurs restos, etc. Après, il faut quand même se faire plaisir de temps en temps. Totalement. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir 15 000 € par mois pour être heureux en dépenses. Ah non, pas du tout. Non. Surtout en fonction du pays où tu vis. Au Mexique, avec 2 000 € par mois, tu peux très bien vivre et même mieux que si tu gagnes 5 000 € en France. Donc ça dépend aussi où tu es, les endroits que tu vas être et avec les gens aussi que tu es, bien sûr. Et des destinations pour 2024 de ton côté, en tête? Alors en voyage pur, vraiment pour découvrir, j'aimerais bien le Japon. C'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Après, pourquoi pas même faire aussi tout ce qui est Irlande, Écosse, tout ça, un peu la nature. J'ai vu aussi l'Islande, Laponie. Apparemment, cette année, les aurores boréales sont plus visibles, apparemment. Je sais pas, j'ai vu des TikTok sur ça. J'ai pas vérifié. Mais j'aimerais bien voir justement ces horreurs-là. Mais sinon, après, c'est le Mexique. Moi, je suis plus entre justement Espagne, Mexique depuis quelques années. Et là, justement, je viens de m'expatrier au Mexique. Ok, incroyable. En tout cas, je vais faire aussi une petite speed question sur ton parcours parce que je pense que tu as dû te former, etc. Donc, tu réponds aussi pareil si tu veux développer ou pas. Ok. Est-ce que tu as un livre à conseiller à toutes les personnes qui nous regardent, qui t'a vraiment aidé? Ouais. Moi, un des premiers livres que j'ai lu et que d'ailleurs j'ai relu plusieurs fois, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc je pense que beaucoup le connaissent déjà, c'est un des classiques qui va vraiment apprendre les piliers du succès, de la réussite. Surtout, il parle beaucoup de visualisation. Moi, j'y crois vraiment, le fait de se visualiser les choses, d'avoir un vision board, le fait d'avoir une vision aussi dans son business qui soit claire vers là où on veut aller. Ouais, vraiment, ouais. C'est vraiment ce qui va nous donner cette flamme intérieure qui va nous pousser tous les jours parce qu'on a notre vision en tête en fait. Si on n'a pas d'objectif, pas de vision, on travaille, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on est là, on cherche, en fait on est un peu comme un bateau à la dérive alors que quand on a un cap, c'est comme si on a un bateau, on suit ce cap à 100%. Quoi. Totalement, ok. Pour toi, là si demain, on t'enlève tout de zéro, quelle est pour toi la compétence qui t'aidera à refaire tout l'argent que tu as actuellement, enfin ce que tu as bâti, la compétence ultime? Moi je dirais, j'hésite entre le marketing ou la vente, mais la vente ce qui est bien c'est que une fois qu'on a la compétence de la vente, on peut par exemple commencer en tant que closer avec 0 €, on contacte des entreprises, écoute, est-ce que tu as des gens à rappeler, je les rappelle et tu me donnes une com. Quand on sait vendre, après on peut vraiment faire de l'argent rapidement. Par contre, le marketing, sur du plus long terme, ça va être la compétence à développer. C'est vraiment là où on peut aller faire des millions.
Quand on a un bon marketing, c'est ce qui va permettre de faire croître notre entreprise vraiment d'une manière exponentielle. Je suis totalement d'accord avec toi sur la vente parce que moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que dans tout business aujourd'hui, c'est que de la vente, que ce soit du e-commerce, vente de formation, closing. Tu dois savoir vendre, tu dois savoir vendre le produit et surtout vendre le marketing résultat. Et la vente sont très liés. Ouais, c'est vraiment, ça fait deux. Si tu as un mauvais marketing, tu auras des mauvais leads. Par exemple, si tu vends par téléphone, donc ça va être plus compliqué. Mais si tu as un très bon marketing, mais que derrière le vendeur est nul, il va pas vendre. Donc en fait, les deux sont liés. Ok, non mais franchement, je te suis totalement sur ça, c'est très important et je leur dis tout le temps. C'est la notion la plus importante pour moi et c'est pour ça aussi que dans mes débuts, moi quand j'ai pu, je me suis formé dans le closing, notamment avec ta formation et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là qu'en fait tu apprends beaucoup de choses et tu te dis ah ouais en fait la vente c'est très important. C'est ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de vendre, peur d'appeler des personnes, alors qu'en fait la vente c'est hyper naturel, on peut le faire de manière super naturelle. C'est juste en fait une conversation avec la personne, essayer de comprendre la personne et essayer de lui proposer justement, si on a un produit qui répond à son besoin, à son désir, lui proposer. Il n'y a pas à chercher non plus vraiment des techniques, des scripts magiques. Ouais, non, faut être éthique, c'est surtout ça, faut pas vendre du rêve. C'est ça. Faut rester, Faut rester réaliste. Et dernière petite question, un film qui t'a aussi aidé, ou du moins t'as apporté conseil? Moi, mon film préféré, c'est Gladiator. Après, ça m'a pas forcément amené plein de trucs dans le business. Après, il y a un film, je me souviens plus le nom, mais je trouve hyper intéressant. C'est avec... j'ai oublié le nom aussi de l'acteur. Celui qui joue dans Batman. Là, Mais en gros, le film, c'est justement deux personnes âgées en fait, qui apprennent qu'ils ont un cancer, qui vont mourir dans 6 mois. Et en fait, ils profitent à 100% de leur vie. En fait, je crois que ça s'appelle The Bucket List. Voilà, ok, d'accord. The Bucket List, avec du coup l'acteur qui est connu, je me souviens plus le nom. Mais bref, en gros, ils ont une bucket list avant de mourir à faire justement tous les rêves qu'ils avaient, qu'ils n'ont jamais osé faire, ils les font en 6 mois, quoi. Ah, je trouve ça hyper intéressant. Ça te rappelle que en fait, la vie elle est courte et que en fait, t'en as qu'une, quoi. Ouais, c'est maintenant, pas demain. C'est maintenant, en fait. Faut profiter aussi, mais il faut aussi pas procrastiner, faut passer à l'action maintenant. Parce que des fois, on se dit, je vais faire ça, je ferai ce projet-là, tout ça, mais en fait, ça évolue trop vite. Il faut vraiment, l'argent aime la vitesse, donc il faut vraiment y aller, quoi. Action rapide, réussite rapide. Action rapide, c'est ça. Il n'y a pas de secret. En tout cas, merci, ça fait plaisir, beau parcours. Grand plaisir. Franchement, ça va leur donner beaucoup d'inspiration, je pense. Et un exemple, tout simplement. On va essayer de faire mieux aussi en 2024 de mon côté. Et on verra bien. On se refera un petit point fin 2024. Let's go. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne en description. Ouais. Contenu très intéressant, je vous mets ses réseaux partout. Et n'hésitez pas aussi à les liker, commenter, aller voir un petit peu ce qu'il fait. Et nous, on va se dire à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour tous ceux qui viennent de me découvrir. Et écoute, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Nickel.